Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous allons commencer le webinaire. Bonjour à tous, je suis Salma Dahir, analyste en politique publique pour Paris 21. Merci à tous aujourd'hui d'être là pour ce webinaire qui est co-organisé par l'INSEE, Afristat et Paris 21, en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Aujourd'hui, et comme à la session d'hier, nous nous retrouvons pour aborder le thème suivant, les enquêtes par téléphone en réponse à la Covid-19, défis et perspectives. Ce webinaire s'inscrit dans une série de conférences audiovisuelles qui sont organisées autour de différents thèmes méthodologiques et opérationnels, particulièrement pertinents pour les INS dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Notre première conférence portait sur les statistiques démographiques et l'état civil et a eu lieu fin juin. Donc, je vais vous envoyer sur le chat le lien pour visionner notre conférence de juin sur YouTube. Celle-ci sera également disponible sur YouTube. Donc, je voulais vous informer qu'elle est enregistrée. Nous sommes vraiment ravis que vous soyez ici. Je voudrais d'abord remercier nos modérateurs et nos panélistes. Nous apprécions vraiment votre participation dans ce webinaire, étant donné les circonstances difficiles et la charge de travail qu'on connaît qui a augmenté durant la crise et qui nous touche tous. Donc, avant de commencer, je voulais partager quelques points sur la logistique. Tout d'abord, si vous rencontrez des problèmes techniques pour suivre la discussion aujourd'hui, veuillez les partager sur le chat et un membre de notre équipe essaiera de vous aider. Donc, vous avez juste à sélectionner All Panelists et de nous envoyer votre message. Nous vous demandons quand même de prévoir certains retards et du coup de rester patient qui serait dû à la connexion Internet. Deuxièmement, nous vous invitons vraiment à participer, à échanger, à partager vos questions, vos commentaires que vous avez avec les panélistes et les différentes présentations qui seront faites aujourd'hui via la fenêtre de discussion Q&R ou Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Assurez-vous d'écrire complètement votre question et de préciser votre institution ou votre statut, votre poste, afin que nous puissions vous identifier lorsque nous transmettrons la question. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce webinaire sera enregistré et sera disponible sur YouTube dans les semaines à venir. Maintenant, sans plus tarder, la deuxième session de notre conférence peut commencer et j'aimerais donner la parole à mon collègue Philippe Gaffichi, qui est coordinateur régional pour l'Afrique à Paris 21. Merci. Tu es muet, Philippe. Merci beaucoup, Salma, et bonjour à tous. Je voudrais vous remercier également pour votre participation dans cette deuxième session du webinaire qui traite sur les défis et perspectives d'amélioration des enquêtes statistiques par téléphone au sein des INS. Dans la session d'hier, nous avons eu 3 interventions vraiment très riches en informations. Respectivement la présentation de l'INS du Cameroun, celle de l'INSTAT du Mali et celle du Haut Commissariat au Plan du Royaume de Maroc. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, probablement, juste un petit résumé. Ces présentations ont abordé les aspects méthodologiques dans leurs enquêtes statistiques par téléphone réalisées pour suivre l'impact de la COVID-19 sur les conditions de vie des populations, mais aussi des entreprises. Alors, les intervenants ont couvert, entre autres, l'organisation générale de l'enquête, la mobilisation des fonds, les outils utilisés, la formation, l'échantillonnage, les traitements de nos réponses, mais aussi
identifier les défis à relever et les enseignements et les perspectives d'amélioration pour les prochaines enquêtes de même genre. On peut retenir également qu'il y a eu une demande de la part des décideurs politiques et partenaires au développement, de nouvelles données spécifiques pour suivre, bien sûr, et évaluer l'impact de la pandémie. Ceci, bien sûr, ayant entraîné les INS à choisir l'option des enquêtes par téléphone en utilisant les outils Cathy pour le téléphone ou Kawi pour les websites. On note également les avantages communs de ce genre d'enquête qui consistent à disposer des résultats pour l'utilisation, pour les utilisateurs, en un temps record. On a vu que certaines enquêtes prenaient juste 5 semaines pour publier les résultats. Évidemment, tout en respectant les consignes éditées en période de la COVID-19, ce qui est extrêmement important. Des défis à relever, mais aussi des perspectives d'amélioration ont été évoquées aussi. On peut noter, par exemple, les problèmes de base de sondage qui sont obsolètes, juste parce que les bases de sondage sont tirées des enquêtes antérieures, mais aussi des difficultés d'accès au répertoire téléphonique pour actualiser la base de sondage, parce que les bases de sondage ne contenaient pas nécessairement toutes les informations sur les téléphones des membres des ménages, et même ceux qui avaient des téléphones pourraient probablement avoir changé. On note aussi les limites observées dans l'approche des pondérations, dont la problématique de tenir en compte les changements des localités d'un ménage dans le poids des sondages correspondants. On note également l'ambition des INS d'intégrer et de capitaliser l'utilisation des approches Cathy et Kawi dans les opérations régulières des INS en particulier, mais aussi de systèmes statistiques nationaux en général. Les participants ont posé beaucoup de questions et évidemment ont exprimé le désir d'avoir accès aux détails sur les méthodologies qui ont été utilisées, d'avoir accès aux questionnaires qui ont été développés, qui n'étaient pas nécessairement détaillés et inclus dans certains rapports des résultats d'enquêtes publiés. Je tiens également à mentionner et remercier la participation des écoles de statistiques de la région dans ce webinaire, particulièrement dans la session d'hier. J'espère qu'ils participent même à cette deuxième session et espère que ces nouvelles initiatives statistiques seront intégrées dans leur programme de formation. Donc, cette deuxième session qui va bientôt commencer complète les interventions d'hier et portera sur 3 présentations, notamment celle de l'UNISTAT de Madagascar, qui va présenter l'expérience sur l'enquête par téléphone auprès des entreprises, qui sera suivie de la présentation de la Banque mondiale, qui se concentrera sur l'appui que la Banque accorde au pays à la conduite des enquêtes par téléphone, en Afrique en particulier, mais aussi à travers le monde. Et enfin, nous aurons une présentation de l'INSEE. L'INSEE va partager son expérience sur l'utilisation des données téléphoniques pour estimer la mobilisation et la structure des populations en temps réel pendant la crise de COVID. Cette présentation, en fait, vient compléter les interventions qui seront données autour des enquêtes par téléphone, bien que vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'un sujet extrêmement particulier et intéressant pour les statisticiens. Sans plus tarder, donc, je vais passer la parole à ma collègue Salma Dahir, qui est analyste en politique publique à Paris 21 et qui va modérer cette deuxième session. Salma, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Merci Philippe.
Et merci à vous tous d'être au rendez-vous aujourd'hui encore pour cette seconde session qui sera consacrée encore aux enquêtes par téléphone. Nous allons donc accueillir sans plus tarder Monsieur Jimmy Rajaobelina, qui est directeur des statistiques économiques de l'INSTAT Madagascar. Et qui est depuis 2019. Il est également le premier responsable de l'enquête téléphonique auprès des entreprises pour évaluer l'impact socio-économique du Covid-19 à Madagascar. Monsieur Rajaobelina, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir partager auprès de vous l'expérience de Madagascar. Pour commencer, on va parler de contexte général de l'enquête par téléphone auprès des entreprises. Comme vous savez tous, comme les autres pays, on a connu notre période de confinement. Mais le confinement, ça n'a duré qu'un mois, le confinement total, et après ça, le gouvernement a procédé à ce qu'on appelle des confinements partiels. Et c'était dans ce contexte-là que l'enquête a été menée. L'enquête a été menée donc au mois de juin, juillet. Et j'aimerais partager auprès de vous que il y avait un appui technique et financier très important de la part de la Banque mondiale. En fait, l'enquête a été intégrée dans le programme Pulse Survey de la banque. Donc, il y avait une harmonisation du questionnaire. Harmoniser le questionnaire en adaptant le questionnaire avec les besoins nationaux en termes d'information. Il y avait une forte participation aussi de l'État par l'intermédiaire du ministère de l'économie et des finances. Il s'agit surtout d'intégrer leurs besoins en termes de suivi de politique multisectorielle d'urgence et de politique de relance face à la crise engendrée par le Covid. Et après, il y a aussi une participation active des groupements de patrons. En fait, on peut passer au slide suivant. Concernant la méthodologie, notre base de sondage, c'était le répertoire national des établissements et mise à jour avec le répertoire du numéro d'identification fiscale. Donc, on a consolidé les deux bases de données pour mettre à jour surtout le contact au niveau des entreprises. En termes de taille, la taille de l'échantillon était d'environ 2250 entreprises. Et la méthode utilisée, c'était un sondage aléatoire stratifié par forme juridique. Pourquoi forme juridique? Puisque dans notre base de données, dans notre base de sondage, malheureusement, on n'a pas la taille de chaque entreprise, donc il fallait procéder autrement. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est la forme juridique qui est un proxy de la taille. Donc, il y a les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises individuelles. Autre variable de strate, la zone d'implantation de l'entreprise. Il y avait qui est division en deux catégories, zone confinée et zone non confinée. Comme vous le savez, à Madagascar, il y a une partie, c'est seulement une partie de l'île qui a été mise en confinement total. Donc, on a subdivisé l'ensemble du territoire, donc en zone confinée et zone non confinée.
Et après, il y a comme variable de stratification, la branche d'activité, qui est la section au niveau de C-F4. Et pour des besoins particuliers, on a surreprésenté donc les entreprises au niveau du tourisme, à savoir les entreprises dans l'hébergement, restauration, les entreprises de voyage et de prestations touristiques et les transporteurs de voyageurs particulièrement. En termes de mise en œuvre, je reviens un peu sur la base de sondage avant de continuer. En termes, toutes les optimisations, tous les calculs de répartition de l'échantillon étaient faits sur l'ensemble de la base, mais le tirage a été fait sur la base des entreprises où il y a des contacts téléphoniques ou mails. Donc, en termes de couverture, dans l'ensemble, il y a 63% des entreprises de notre base donc, où on a les contacts téléphoniques par branche. La couverture minimale, c'est 51%. Et la couverture maximale était de 83% par branche. Donc, en termes de quelle plateforme on a utilisé, c'est la plateforme Survey Solution, donc développée par la Banque mondiale. Et donc, en termes de renforcement de capacité, il y a un serveur donc, qui a été mis à notre disposition tout au long donc, de l'enquête. Méthode de collecte, on a fait donc une partie, il y avait un interview par téléphone et saisi par tablette. Et une partie en version web, donc avec assistance par téléphone. Donc, je ne reviens plus sur le tirage échantillon. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, quel défi on a été obligé de faire face? Tout d'abord, la qualité de la base de sondage, puisque après l'enquête, donc, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 30% à peu près qui sont hors champ, hein, c'est-à-dire qui étaient déjà fermés avant que, puisqu'on a pris une date de référence, c'était le 15 janvier 2020 comme situation normale. Et donc, il y avait des entreprises qui ont déjà fermé leurs portes, donc bien avant cette date-là, et ça, on les a comptés comme hors champ donc, dans l'enquête. Après, il y a la mise en confiance des chefs d'entreprise, hein, puisque c'est la première fois que l'INSTAT mène une enquête par téléphone ou par web donc auprès des entreprises. Donc, il y avait des suspicions de la part des chefs d'entreprise, et ça, c'est normal. Donc, ce qu'on a fait, c'est une forte collaboration avec les groupements de patronaux. On a demandé donc aux groupements de sensibiliser leurs membres donc, à participer à l'enquête. Et puis, il y avait un envoi d'un SMS court, un SMS court pour annoncer donc, aux entreprises échantillonnées de la collecte des données. Et après aussi, on a utilisé, il nous a fallu aussi au cours de l'enquête de déclarer sur la confidentialité des données collectées. Ça, c'était demandé par certaines grandes entreprises, donc il nous a fallu procéder à cela pour les mettre en confiance. Et puis, comme on a été dans une situation de déconfinement partiel, il était possible par nos agents de faire des descentes. Mais c'était vraiment au pire des cas. Et donc, au cours de l'enquête, on a organisé des descentes pour assurer en fait les enquêtés, les entreprises, donc de l'authenticité de l'opération. Et puis, on a eu aussi l'appui considérable donc, du département de développement du secteur privé de la Banque mondiale à Madagascar aussi pour sensibiliser les entreprises. Et à part ça, comme vous le savez, hein, l'épisode de Covid là, a créé des besoins énormes en information de données.
Donc, il y avait d'autres organismes aussi qui ont procédé à une enquête similaire, comme l'Agence de promotion des investissements et la Banque centrale. Donc, il nous a fallu, donc, on était, donc, il y avait donc, une question de coordination entre ces institutions-là, donc INSTAT, Banque centrale et l'Agence de promotion des investissements. Donc, ça aussi a affaibli le taux de réponse, puisqu'actuellement, le taux de réponse est autour de 45 à 50%. Hein. Donc, vous voyez la difficulté de mettre en confiance les chefs d'entreprise. Donc, ça, c'est un défi. Et dans les futures opérations, on doit en tenir compte pour la réussite de l'opération. Toujours en termes de défis aussi, il y avait le secteur privé qui avait préparé ce qu'on appelle le plan de mitigation, donc, et a soumis ça au niveau du gouvernement. Et pendant la durée de l'enquête, le plan n'a pas été encore adopté. Et ça a créé une frustration auprès de certains chefs d'entreprise. Donc, on a été obligé de renforcer le message que si vous participez à cette enquête, vous nous aidez, on vous aide aussi à mettre en lumière les difficultés que vous rencontrez. Et comme l'INSTAT est l'organe central donc, du système statistique national, la validité, l'objectivité des informations serait assurée. Maintenant, en termes de non-réponse, hein, ce qu'on avait fait, c'est que après la fin de l'enquête, on a sélectionné certaines entreprises, on a fait un échantillon d'entreprises qui n'ont pas participé à l'enquête. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné à d'autres enquêteurs, donc ces entreprises-là, et puis questionner, insister sur certaines variables qu'on a jugées clés donc, dans le processus pour savoir si il y a une différence de comportement entre ceux qui n'ont pas voulu participer et ceux qui ont participé. Et on avait fait aussi des rappels pour vérifier certaines, ce qu'on appelle valeurs apparentes et des non-réponses partielles qu'on jugeait qu'il fallait vérifier. Et en termes de pondération, ce qu'on a fait, comme il s'agit d'un sondage aléatoire, hein, donc, il y a donc le poids du sondage, mais à part ça, il nous a fallu aussi de procéder à un calage donc, par rapport aux chiffres d'affaires. Et les chiffres d'affaires, c'était des données secondaires donc, collectées auprès de l'administration fiscale. Maintenant, pour finir, hein, parlons des perspectives. Donc, pour que une telle opération soit une réussite, hein, il faut une qualité donc, du registre des entreprises. Donc ça, pour notre cas à Madagascar, c'est un défi énorme qu'on se pose donc de mettre à jour, de mettre en place des activités qui nous permettent donc le renforcement de la qualité du registre des entreprises. Il y a aussi, on pense aussi renforcer notre coopération vers les acteurs hein, du SSN, et en particulier le secteur privé, pour la mise en place de programmes de collecte de tel genre, donc pour inciter les entreprises à participer beaucoup plus à l'enquête. Et puis, dernièrement, il y avait, comme chaque partenaire technique et financier, chaque PTF a son angle d'intervention, et ce qui crée aussi des besoins en information. Donc, dans le futur proche, hein, on va mener une deuxième vague d'enquête auprès des entreprises et ce sera probablement mené conjointement avec la Banque mondiale, évidemment, et le PNUD, puisque le PNUD aussi a émis certains besoins en termes d'information. Et donc, on va essayer d'intégrer ça dans les prochaines vagues. Et je pense également, et nous pensons aussi au sein de l'INSTAT, donc, comme d'intégrer cette solution numérique dans les enquêtes régulières auprès des entreprises. Mais ce qui peut poser problème, ce sont surtout les variables quantitatives. Hein. Lorsqu'on va demander le niveau de la production, le niveau des chiffres d'affaires, des valeurs ajoutées,
par téléphone, c'est un peu difficile. Peut-être ce qu'on a vécu avec l'enquête d'impact sur le Covid, c'est qu'il nous a fallu rappeler peut-être, je vais dire, 5 fois l'entreprise pour avoir quelques chiffres quantitatifs, puisqu'on a demandé comme référence les chiffres d'affaires, l'investissement pour l'exercice 2019. Et ça nous a fallu des rappels, de plusieurs rappels donc, auprès des entreprises. Voilà donc ce que je peux partager concernant notre expérience. Je vous dis merci. Hein, et je renvoie la parole donc au modérateur. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très intéressante. J'aimerais rappeler que l'INSTAT a également réalisé une enquête sur les conditions de vie des ménages, qui est une enquête à haute fréquence par téléphone, sur un échantillon de 1240 ménages qui ont été enquêtés début juin 2020. Il s'agit d'une enquête qui sera répétée tous les mois jusque décembre et qui fait écho à un dispositif dont on a parlé hier, qui est celui du Mali. Donc, je vous renvoie au site internet de l'INSTAT Madagascar où vous pourrez trouver une publication très détaillée sur cette enquête. La présentation suivante est assurée par Monsieur Abdoulaye Bedou, qui est économiste statisticien senior pour le Poverty and Equity Global Practice région Afrique de la Banque mondiale. Avant de rejoindre la Banque mondiale en 2013, M. Bedou a été consécutivement directeur de la statistique et des comptes nationaux au Niger, chef du service de la statistique à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, puis directeur général de l'Institut national de la statistique du Niger. Monsieur Bedou, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc, mon intervention, c'est effectivement pour présenter un peu, donc face aux défis que Covid-19 présentait en termes de collecte des données. Donc, face à ces défis, qu'est-ce que, au niveau de la banque, donc l'initiative qui a été mise en place, notamment pour accompagner les pays. Donc, je disais que la crise, comme vous le savez, a créé deux défis majeurs que les INS donc, devraient essayer de naviguer entre, à savoir d'une part, du fait donc, de la crise, les besoins en données, bien sûr, donc se sont multipliés. Donc, les INS sont assaillis par de nombreuses demandes, notamment pour comprendre déjà quelle est l'ampleur de cette pandémie, mais aussi et surtout pour savoir un peu quel est son impact, aussi bien sur les entreprises, sur les ménages, de manière globale, donc son impact sur l'économie. Donc, au même moment où on a cette demande qui explose, donc les INS ont aussi la crise donc crée aussi une contrainte importante dans la collecte des données, puisque il n'y a pas de possibilité de pouvoir aller sur le terrain du fait des mesures prises par le gouvernement, donc telles que le confinement, mais surtout du fait que cette maladie, pour éviter donc toute propagation de la maladie, donc la collecte face à face n'était pas possible. Donc les méthodes traditionnelles que la plupart des INS, notamment en Afrique, sont habitués, donc ces méthodes ne pouvaient pas s'appliquer. Donc c'est face à cela que donc, des réflexions étaient de savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Vous pouvez passer à la présentation suivante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les INS pour pouvoir satisfaire cette demande? Donc, nous avons comme vous le savez, nous avons enfin, les INS, la plupart des INS à travers le monde ont pu donc adopter à peu près deux formes de solutions. L'une, c'était de trouver des sources alternatives. Je pense que ça sera, je pense, l'objet de la présentation
des sources alternatives de données telles que les big data. Donc, ça sera la présentation, je crois, que l'INSEE va nous faire. Mais à ce niveau aussi, vous savez, pour certains INS, notamment donc pour l'utilisation des big data, certains INS ou certaines institutions ont utilisé, en plus, donc je crois que l'INSEE va nous présenter, comme je l'ai dit, l'utilisation donc des données de téléphone, mais aussi certains INS, certains instituts de statistique ont utilisé les données sur les trafics, parce que vous savez que les trafics, c'est-à-dire les mouvements des voitures, les congestions que les trafics créent dans les grands centres urbains. Donc, on a constaté qu'à cause du Covid-19, donc ces difficultés de déplacement ont complètement disparu. Donc, ces indices-là ont montré qu'il y a... donc, ces indices sont utilisés par certains INS, tout comme aussi d'autres big data. L'autre alternative, donc, qui est utilisée, il s'agit d'utiliser des sources en termes de collecte des données. Donc, au lieu dans la mesure où il n'y a aucune possibilité de faire, comme j'ai dit, des interviews face à face, l'idée, donc, c'est de faire des collectes de données à travers donc, les téléphones. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'au niveau de la banque, donc, il a été mis en place un groupe de travail, des commissions techniques pour pouvoir réfléchir sur comment apporter un appui donc, aux INS, notamment en Afrique, mais en fait sur l'ensemble des pays du monde, puisque c'est une vision globale. Il s'agit donc de réfléchir sur une approche qui peut être appliquée à travers les différents pays. Vous pouvez passer. Donc, globalement, donc, les différentes commissions qui ont été mises en place, donc il y a eu un groupe donc, qui s'est occupé sur la méthodologie, c'est-à-dire que comment conduire les enquêtes par téléphone ou par web, notamment à travers, aussi bien donc pour les ménages que pour les entreprises. Un autre groupe de travail s'est chargé de voir quel type de questionnaire pouvait être proposé au pays. Un autre groupe de travail s'est appesanti pour un peu voir quelle méthode d'échantillonnage face aux défis actuels, qu'est-ce qui peut être recommandé au pays pour la mise en place de ces enquêtes de téléphone, mais également donc en termes d'application. Comme l'a dit notre collègue de Madagascar, donc notamment par exemple pour les enquêtes entreprises, mais aussi pour les enquêtes ménages, donc quelle solution plateforme peut être proposée au pays pour pouvoir rapidement mettre en place ces enquêtes, mais aussi et surtout quelle forme de financement, c'est-à-dire en termes de mise en œuvre de ces opérations, comment mettre en œuvre ces opérations. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le financement, quel type de financement la banque peut-elle offrir aux pays qui n'en disposent pas pour pouvoir répondre, donc appuyer les INS pour leur permettre de répondre aux besoins, mais aussi donc en termes de mise en œuvre, ce groupe-là a réfléchi sur les contraintes, notamment pour ce qui concerne la formation des enquêteurs. On sait que c'est une contrainte majeure. Il n'y a pas possibilité dans beaucoup de pays, dans presque tous les pays, de regrouper les agents, compte tenu donc des mesures de confinement, mais aussi compte tenu des risques de propagation liés donc à tout regroupement de personnes. Donc, comment faire les formations à distance? Comment aussi assurer le contrôle de qualité dans un contexte où vous n'avez pas de contact avec les physiques, donc où les superviseurs n'ont aucun contact avec les enquêteurs. Donc, c'est dans cet esprit qu'il a été développé un certain nombre de matériaux, donc des propositions ont été développées, notamment donc il a été développé un questionnaire pour les enquêtes ménages, donc il y a un questionnaire aussi pour les enquêtes entreprises, donc tu as fait référence pour les questionnaires ménages, donc je pense que c'est... Donc le Mali, hier dans sa présentation, avait parlé de ça. Également, donc vous avez tout à l'heure évoqué le cas de Madagascar pour l'enquête ménage, donc ils ont utilisé ce questionnaire, mais également les enquêtes entreprises, donc le cas que Madagascar a présenté, ainsi que bien d'autres pays.
Mais également, donc, il y a eu aussi, comme j'ai dit, des propositions en termes de méthodologie, notamment en termes d'échantillonnage. Comment mettre en œuvre l'enquête, donc un document a aussi été proposé. Un manuel sur les indicateurs aussi d'analyse a été proposé et des possibilités de financement de ces opérations ont été proposées à l'ensemble des pays. Donc, toutes ces propositions ont été discutées, donc pays par pays, puisque l'organisation au sein de la banque, c'est que chaque pays, en ce qui concerne notre département, bon, c'est valable aussi pour tous les départements, en fait, à la banque, mais au niveau du département dans lequel je travaille, qui est en charge du suivi de la pauvreté, mais et du renforcement des capacités statistiques. Donc, au niveau de chacune des régions, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine ou en Europe de l'Est, ou au Maghreb et en Asie. Donc, pour chaque pays, nous avons ce qu'on appelle un country poverty economy, c'est-à-dire quelqu'un qui est en charge du pays. Donc, la banque avait mandaté chacun donc, des responsables, enfin, celui qui travaille donc avec les INS, de pouvoir faire les discussions, apporter donc à leur connaissance ces documents, mais discuter donc sur les formes de financement possibles et comment mettre en œuvre donc ces opérations. Vous pouvez passer à... Donc, au niveau de l'enquête ménage globale, bon, je ne vais pas être trop... donc, juste pour dire, globalement, c'est que l'enquête ménage, le module donc, avait proposé, c'était un peu donc d'avoir en plus du module du bas, c'est-à-dire où on a à peu près la composition du ménage, c'est aussi connaître un peu quel est le niveau de connaissance de la maladie, quels sont les comportements, quel est le comportement des ménages, c'est-à-dire que est-ce qu'ils respectent les mesures préconisées par le gouvernement, mais aussi essayer de voir quelles sont les difficultés actuelles donc des ménages, notamment pour l'accès à un certain nombre de produits essentiels. Quelle est la situation de l'emploi des membres du ménage, c'est-à-dire quel est l'impact donc du COVID-19 sur la situation de l'emploi, mais également sur les revenus des ménages, et voir aussi un peu quelles sont les différentes aides ou appuis que le ménage a reçus. Bon, il y a aussi d'autres modules sur les perspectives, sur ce que le ménage pense en ce qui concerne l'avenir. Vous pouvez passer au niveau de l'entreprise, globalement, donc c'est aussi à peu près essayer de comprendre l'impact donc de la crise sur la gestion de l'entreprise, notamment quel est au regard donc des contraintes liées causées par la crise, par la pandémie, est-ce que l'entreprise est-elle toujours ouverte, est-ce qu'elle est fermée, enfin comment elle opère dans les conditions actuelles, quel mode opératoire donc l'entreprise a adopté, mais aussi quel est l'impact en ce qui concerne son offre, mais aussi sur la demande. Donc, quel est l'impact sur la demande? Est-ce que les ventes, comment ont évolué les ventes, mais aussi l'emploi, comment l'emploi a été affecté, donc l'emploi au niveau de l'entreprise, mais aussi sur sa trésorerie, qu'est-ce que cela a pour conséquence sur sa trésorerie, sur l'accès au crédit. Et aussi voir un peu quelles sont les perspectives, que pensent les chefs d'entreprise face à cette situation, notamment donc à court terme, donc sur les grands agrégats, donc à savoir donc les ventes, mais aussi l'emploi et l'investissement. Bon, aussi, puisque comme vous le savez, la plupart des gouvernements ont pris un certain nombre de mesures d'accompagnement, donc l'idée c'était aussi de voir est-ce que ces entreprises-là, quelle est leur appréciation d'abord de ces mesures, mais aussi est-ce qu'elles ont pu en bénéficier. Donc, d'autres modèles aussi ont trait aux mesures d'ajustement, c'est-à-dire en termes de, comme j'ai dit, mode opératoire, mais aussi en ce qui concerne la stratégie pour survivre, c'est-à-dire la stratégie de survie, comment les entreprises se sont adaptées donc à cette crise pour continuer, pour pouvoir survivre. Donc, en ce qui concerne l'échantillonnage, globalement, il y a eu
approches qui sont recommandées au pays, qui sont proposées au pays. Donc, en fonction de la situation qui prévaut sur le pays, sur le terrain. L'une des propositions, c'était de dire, bon, les pays qui ont des enquêtes nationales, là, représentatives, des enquêtes représentatives au niveau national, ils peuvent, donc des propositions méthodologiques ont été offertes pour que, sur la base de ces enquêtes, ils tirent, donc ils dressent une base de sondage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sélectionner l'ensemble des ménages qui ont, pour lesquels donc, on a des informations sur les contacts téléphoniques des ménages, et donc d'utiliser ça comme base de sondage. Donc, je pense que c'est ce que le Mali avait un peu présenté hier. Donc, en fait, je pense, la plupart des pays, notamment de l'UMOA, où on a récemment conduit donc des enquêtes récentes auprès d'eux, ils ont utilisé beaucoup de pays, en fait, ont utilisé ces approches-là. La deuxième, c'est recommandations aussi en termes méthodologiques et des propositions méthodologiques, donc pour aider les pays, c'est comment utiliser une liste de numéros de téléphone. C'est-à-dire qu'au cas où un pays n'a pas d'enquête récente, représentative, ou bien même s'il y a une enquête, mais que, en fait, le nombre de ménages pour lesquels les numéros de téléphone ont été collectés est très faible. Donc, il est très, très difficile d'utiliser les enquêtes récentes comme base. Donc, la deuxième proposition, c'est d'utiliser ce devoir maintenant auprès des autorités de régulation des télécoms. Si la base nationale, si l'ensemble des bases nationales peuvent être, des numéros de téléphone peuvent être obtenus, donc utiliser ça aussi comme base de son. Donc, il y a cette approche donc a été développée pour aider les pays, comment utiliser ça pour pouvoir conduire ces enquêtes. Donc, la troisième, c'est la génération aléatoire des numéros de téléphone. C'est-à-dire au cas où un pays n'a pas d'enquête récente, il n'a pas de... Enfin, il est difficile d'obtenir plus dans beaucoup de pays. Dans certains pays ont pu obtenir ça. On a des cas où on a des pays qui ont pu accéder à ces listes-là. D'autres, c'est des listes partielles, c'est-à-dire vous avez 2 ou 3 compagnies de téléphone. 2 peuvent accepter de vous donner la liste des numéros actifs. D'autres refusent. Bon, enfin, c'est une multitude de cas, mais il y a des pays où les deux premières solutions n'étaient pas possibles d'appliquer. Donc, dans ces conditions, c'est la génération aléatoire des numéros de téléphone qu'on recommande. Donc, il y a aussi donc, cette approche a été développée pour aider les pays à voir comment utiliser cette génération aléatoire des numéros. Et puis, donc, il s'agit, comme vous le savez, de connaissant la structure des numéros de téléphone dans le pays, essayer de générer aléatoirement des numéros en tenant compte donc de la forme dont les numéros ont pour appeler les ménages. Donc, ce qu'il faut dire, de toutes ces approches, c'est clair que toutes elles ont une limitation commune, c'est du fait qu'on est conscient que la couverture téléphonique est très faible. Donc, elle est disproportionnée. Et cela, c'est clair. Cela veut dire que, comme vous le savez, en termes de probabilité du tirage, cela veut dire qu'il y aura des biais. Il n'y a aucun doute, il y aura des biais dans nos estimateurs, dans les quelle qu'en soit la méthode que vous utilisez, parce qu'il y a des ménages dont la probabilité d'inclusion est d'office nulle, parce qu'ils n'ont pas de numéro de téléphone. Donc, il n'y a aucune possibilité de pouvoir pour eux d'avoir une probabilité d'être tirés dans votre échantillon. Donc, ça, c'est une des faiblesses importantes qu'il faut relever. Et donc, à cet égard, la note recommande que la post-stratification puisse être utilisée donc, pour pouvoir un peu réduire. Il n'est pas possible d'éliminer le biais, mais au moins, vous pouvez le réduire pour... un peu par la méthode de post-stratification. Vous pouvez passer au... Donc, pour ce qui concerne le financement, il n'y avait pas de... Enfin, tout normalement, puisque c'est une crise qui ne pouvait pas être anticipée.
Donc, il n'y avait pas de financement prévu ou dédié à cette activité. Mais ce que la banque a fait comme recommandation, c'est de faire preuve de souplesse partout dans tous les pays du monde. C'est de faire preuve de souplesse parce que les besoins en information, enfin, les INS, la recommandation était d'aider les instituts, de tout faire pour aider tous les INS qui sont prêts donc à participer à qui sont prêts donc à aider le gouvernement en collectant les données sur la base de ces enquêtes, aussi bien ménages qu'entreprises, c'est de trouver la forme de financement. Donc, c'est ainsi que une des premières recommandations, c'est de dire, dans tous les pays où il y a des projets déjà qui existent, c'est d'utiliser donc ces ressources-là, même si l'activité n'était pas prévue, de discuter avec le gouvernement, donc la possibilité d'utiliser ces projets pour financer cette activité. L'autre aussi source qui a été recommandée, c'est au niveau de la banque, donc en interne, puisque chaque économiste, comme je vous l'ai dit, chaque poverty économiste qui travaille avec le pays, il dispose de ressources internes. Donc l'idée, c'est qu'il faut utiliser, elles ne sont pas très importantes, mais au moins utiliser ça pour au moins faire un ou deux rounds d'enquête. Donc il faut, la troisième option, c'était de chercher des trust funds, donc pour pouvoir aussi aider les pays. Donc, à la date d'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a presque une centaine, hein, dans toutes les régions du monde, quasiment la banque est en train d'appuyer les INS pour la conduite de ces opérations. Dans certains pays, c'est les 2 enquêtes, dans d'autres, c'est juste l'enquête ménage. Il y a des pays où c'est juste l'enquête entreprise. Mais dans toutes les régions, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, donc actuellement, la banque a une couverture assez importante donc, sur... bon, je voulais de mettre les liens ici. Donc, il y a un lien sur le site web de la banque. Il y a un lien qui donne ce qu'on appelle, qui traque la mise en œuvre des enquêtes rapides téléphoniques, aussi bien ménage qu'entreprise. Donc, vous pouvez, si cette carte-là donne un peu, vous regardez par exemple en Afrique, c'est quasiment tous les pays, la quasi-totalité des pays en Afrique sont concernés. Amérique latine, c'est la même chose. Asie, c'est la même chose. Au Maghreb aussi, bon, je sais que le Maroc, ils ont conduit c'est le Haut Commissariat, donc ils ont eu un financement. Mais sinon, par exemple, on travaille avec la Tunisie, la Libye, enfin, presque dans toutes les régions, donc la banque est en train de travailler avec les instituts. Donc, pour dire, je pense que en ce qui concerne les leçons, comme je l'ai dit, il faut admettre que ces enquêtes comportent des biais parce que la couverture téléphonique n'est pas universelle, mais surtout parce qu'elle n'est pas proportionnelle par rapport aux catégories socio-économiques du pays. C'est-à-dire pour certaines catégories, le taux est plus important, dans d'autres, donc, le taux n'est pas important, ce qui fait que du coup, donc, la base de sondage n'est pas équilibrée. Donc, il y a le risque donc ces enquêtes de par leur, enfin, du fait de cette limitation-là, elles ont un problème de représentativité. Les bases de sondage sont souvent, comme je l'ai dit, donc sont très imparfaites. Et puis, aussi, bon, il faut dire que les interviews aussi, pour ces enquêtes, c'est que les interviews ne doivent pas être très longues et puis les questionnaires devraient être simples. Il y a aussi bon, le manque de contact avec les répondants qui font que souvent certaines réponses, puisque si vous êtes en contact direct avec le répondant, donc certaines réponses, vous pouvez les vivre. Vous pouvez passer. Aussi, ce qu'on a remarqué, notamment donc, pour l'Afrique subsaharienne, il faut dire que les INS n'étaient pas techniquement préparés pour la collecte de ces types de données. Donc, nous avons par exemple constaté que l'infrastructure technique pour ces enquêtes n'est pas disponible. Dans la plupart des pays, c'est la première fois que ce type d'enquête est mené, donc il n'y a pas d'infrastructure avant. Il y a aussi
les besoins en formation, c'est-à-dire, puisque les formations, enfin, il y a aussi les limites techniques du personnel, notamment les capacités sont limitées pour conduire ce genre d'enquête. D'une part, en ce qui concerne les sondages, c'est-à-dire les techniques à utiliser pour ces genres d'enquête, les techniques de sondage à utiliser pour ce genre d'enquête par téléphone, mais aussi la formation, comme j'ai dit, la formation et la supervision de ces genres d'enquête téléphonique, notamment, donc, était aussi quelque chose qui était assez nouveau pour les INS. Vous pouvez passer au... Mais on pense que ces enquêtes-là ont donné, enfin, sont importantes. Nous pensons que les INS doivent commencer à réfléchir pour les institutionnaliser, pour les rendre partie intégrante de leur activité quotidienne. Nous avons obtenu des résultats très intéressants à l'aide de ces enquêtes. Les INS ont pu répondre donc très rapidement aux besoins des décideurs. Et puis, ces enquêtes sont relativement faciles. Bon, du fait que les questionnaires sont courts, sont faciles à mener, à analyser et sont aussi moins coûteuses. Au niveau de la banque, l'estimation, puisque, comme j'ai dit, on travaille dans presque une centaine de pays, on a estimé le coût à la date d'aujourd'hui, enfin l'estimation récente qu'on a faite, c'est autour de $15, hein, 12 à $15 par ménage. C'est-à-dire que si vous avez donc si vous avez une enquête de, enfin vous voyez, c'est relativement faible, hein, $15 pour enquêter un ménage, c'est-à-dire on a pris toutes les différentes composantes, équipements, les enquêteurs, les frais de communication. Donc, à peu près, c'est autour de $15 unitaires par ménage. Vous pouvez... bon, aussi, l'un des avantages, c'est la possibilité de les conduire à une plus grande fréquence, puisque vous n'avez pas de déplacements. Enfin, vous pouvez les répéter. Et c'est pour cette raison, dans la plupart des pays que la banque appuie, c'est au moins 6 enquêtes. C'est-à-dire, c'est au moins, pour les enquêtes ménages, c'est au moins 6 enquêtes. Pour les enquêtes entreprises, bon, ça dépend des pays. Il y en a qui ont choisi de faire ça tous les 2 mois, d'autres ont choisi tous les trimestres. Mais l'idée, c'est de les répéter régulièrement, notamment pour les enquêtes entreprises. Elles vont aller au-delà de la crise parce qu'il faut continuer à suivre notamment le volet emploi. La même chose pour les ménages. Dans d'autres, c'est 12 mois, dans certains, c'est 6 mois. Mais ce qui est clair, l'engagement de la banque actuelle, c'est de continuer à aider les pays au moins jusqu'à la sortie de la crise et pour aider à préparer les programmes de relance. Donc, c'est pour cette raison comme je le disais, COVID-19 a créé certes des défis, était certes un défi, mais on pense aussi que ça crée une opportunité au niveau des INS pour que, comme je le disais, nous, au niveau des INS, nous commençons à réfléchir sur comment faire que ces enquêtes-là soient quelque chose qui est maintenant permanent, c'est-à-dire qui permet aux INS de pouvoir répondre très rapidement à un certain nombre de situations. Par exemple, il y a le prix, on peut mettre en place un système pour suivre un peu les chocs créés par l'emploi, par la session, mais aussi sur l'emploi, un dispositif permanent, par exemple sur l'emploi, etc. Donc, enfin, l'idée, c'est que les INS, on pense que nous devrons commencer à réfléchir sur comment intégrer ces formes alternatives de collecte des données comme partie intégrante de nos activités régulières. Mais plus globalement, c'est vraiment commencer à investir sur les sources des données alternatives qui permettent de renforcer les sciences statistiques, notamment donc par l'amélioration maintenant de nos connaissances sur l'utilisation des big data, donc renforcer les capacités. Nous pensons que c'est une opportunité maintenant qui devrait permettre aux INS de commencer à vraiment réfléchir sur ces aspects. Merci beaucoup. Et je m'excuse d'avoir été un peu long.
Merci, Monsieur Bédou, pour cette présentation générale, très instructive et détaillée. J'aimerais rappeler aux participants de participer et de poser leurs questions, leurs commentaires sur la fenêtre Q&R qui se trouve en bas de votre écran. N'hésitez pas vraiment à nous partager ce que vous pensez sur les super présentations que nous venons d'avoir. Et du coup, pour notre dernière présentation, nous avons fait appel à Milena Castillo-Suarez, qui est Data Scientist et économètre au SSP Lab, qui est l'équipe d'innovation statistique de l'INSEE. Ses travaux sont centrés autour de l'utilisation des données de téléphonie mobile pour la statistique publique. Et je pense qu'il serait important de rappeler un chiffre intéressant sur la transformation numérique en Afrique, un facteur de croissance durable et inclusive. La proportion de personnes en Afrique ayant accès à l'Internet est passée de 21,8% en 2013 à 41,9% en 2019. Donc, on est vraiment encore loin d'une bonne couverture Internet en Afrique. Mais le sujet aujourd'hui se passe donc en France avec l'INSEE et il est intéressant pour nous d'avoir cette perspective-là. Madame Suarez, vous avez 10 minutes. Vous pouvez prendre la parole. Merci. Bonjour, bonjour Salma. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez correctement? Super. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs. Merci à l'audience d'être présent et aux présentateurs précédents. On va avoir introduit un petit peu le sujet. Donc, je vais peut-être commencer par présenter l'équipe. Donc, l'équipe innovation de l'INSEE. On travaille plus généralement sur l'utilisation des données de téléphonie mobile pour la statistique publique et hors du contexte de la crise. Et donc, dans ce contexte très particulier, on a été amené à revoir un petit peu, à réorganiser et se réadapter pour répondre à ces nouveaux enjeux. Donc, bon, le sujet est un petit peu différent de ce qui a été évoqué précédemment. Donc, je vais essayer de parler des défis et donc des perspectives de court moyen terme sur ce qui s'est passé pendant la crise et comment ça a impacté notre travail à travers cette expérience très concrète. Et donc sur l'usage de sources alternatives, et là en l'occurrence de sources issues d'opérateurs de téléphonie mobile, donc d'opérateurs privés, pour répondre à une demande sociale qui s'exprime assez fortement. Donc, donc pour récapituler rapidement le contexte en France, donc la population a été confinée pendant 2 mois dans des conditions assez strictes à partir du 17 mars et il a été relayé à ce moment-là par les médias, etc. Et donc, c'était assez visible qu'il y avait eu des mouvements de population, que le confinement avait été plus ou moins anticipé et donc qu'il y avait eu des réactions et donc, notamment pour les services de soins, etc., il commençait à émerger l'idée qu'il fallait donner des chiffres, d'avoir une quantification de où la population était présente pour une bonne gestion de l'épidémie. Mais il faut savoir que ces statistiques donc, de population présente de façon générale et puis de mobilité également sont déjà un champ d'investissement hors du contexte épidémique. C'est déjà des statistiques d'intérêt public sur lesquelles il y avait des intérêts qui ont été exprimés par des acteurs locaux. Et donc, la demande était d'autant plus forte dans cette période-là, et notamment une demande de réactivité très forte. Donc, ce qui se passait, c'est que mon équipe, et puis on n'est pas les seuls, dans le contexte européen des INS, donc il y a ce qu'on appelle des groupes de travail européens qui sont lancés par Eurostat sur la réflexion de comment utiliser le big data et ces nouvelles sources et qu'est-ce que, donc comment à la fois d'un point de vue légal, un point de vue de méthodologie, d'assurer une certaine qualité, comment mettre en place des partenariats avec les opérateurs, etc. Donc ça, c'est une réflexion qui existe et qui existe depuis de nombreuses années. Mais disons que la crise nous accueillit à un moment où on n'était pas complètement prêt et en tout cas, personne,
on est à des stades différents suivant les pays européens, mais personne n'avait un processus de production prêt, maîtrisé, pour répondre dans le temps imparti à la demande sociale. Donc, par exemple, dans notre équipe à l'INSEE, on a initié des partenariats de recherche avec certains opérateurs. Donc, on travaille sur les données, comment faire une bonne méthodologie, etc. Mais il n'y a pas de processus de production aujourd'hui. On a accès à certains types de données dans le cadre de partenariats de recherche, mais on n'est pas du tout dans un cadre de production. Et par ailleurs, il y a quand même un certain nombre d'axes de réflexion qui restent à mener avant de pouvoir éventuellement y arriver un jour. Donc, pour refaire un petit peu l'histoire, finalement, au moment où est arrivée la crise, il y a eu une forte pression finalement pour sortir rapidement des chiffres. Et donc, ce qui a été décidé, c'est d'utiliser finalement les contacts qu'on avait avec certains opérateurs qui fournissent déjà ou produisent déjà leurs propres statistiques, donc des statistiques à vocation commerciale, qui sont en général à destination d'acteurs du tourisme ou d'acteurs de la mobilité, pour les réutiliser finalement hors de leur cadre, disons, hors de leur première vocation, qui sont souvent, sans doute souvent un peu différente, qui va essayer de quantifier la fréquentation d'un lieu, par exemple, ce qui n'est pas exactement la même chose que de quantifier où est la population française à un moment donné. Donc, finalement, comme ces solutions commerciales étaient prêtes et que les partenaires et les opérateurs existaient déjà sous certaines formes, il a été décidé, pour plus de réactivité, de réutiliser les outputs de leur propre process. Simplement, ça pose un certain nombre de questions pour la statistique publique. Alors, on a pu sortir des choses. Donc, dans la deuxième partie de la présentation, j'essaierai de vous parler des questions auxquelles on a essayé de répondre plutôt. Mais peut-être, là, c'est l'occasion de parler un petit peu des difficultés ou des questions qui se sont posées au cours de cette période. Donc, finalement, on ne maîtrise pas vraiment le processus de production des données. Et on réutilise des statistiques qui ont été faites par d'autres. Donc, c'est assez inhabituel pour la statistique publique. Et il me semble, en tout cas, par exemple, pour les personnes qui collectent des données via des enquêtes, on est à un stade très, disons, très aval de la production des données quand on les récupère et qu'ils ont été construits par d'autres. Et puis, on fait face à un deuxième problème, c'est que finalement, on est assez habitué à avoir des processus de qualité, à se poser ces questions-là dans la sphère de la statistique publique, ce n'est pas forcément le cas des acteurs privés qui produisent des statistiques à but commercial. C'est-à-dire que finalement, on a aussi fait face à un certain nombre de problèmes de qualité de premier ordre quand on a récupéré ces données-là. Et donc là, il fallait trouver des solutions assez rapidement. Donc là, une des solutions qui a été mise en œuvre, c'était de s'adresser à plusieurs opérateurs pour avoir plusieurs sources de données, disons, plus ou moins indépendantes. Aussi pour minimiser le biais du fait que chaque opérateur a sa base de clients. Donc même s'il y a une forme de redressement qui est opérée, on n'efface jamais complètement les biais. Donc c'était aussi une façon de se dire on va donner des ordres de grandeur, même si on sait que tout n'est pas parfait. Le fait de consolider, de croiser avec d'autres sources de données, notamment de statistiques officielles, les données de population localisées, par exemple, au sens population résidente, voir si on avait des ordres de grandeur qui correspondaient à peu près. Donc ça, c'était les solutions qui ont été envisagées, donc avec des méthodes assez simples, mais de façon à, en croisant diverses sources de données donc 3 grands opérateurs français qui couvrent une bonne partie du marché quand même, en les redressant, en les recalibrant avec des données propres, des données INSEE, essayer d'arriver à une bonne estimation. Et donc, on a été en capacité de publier assez vite des premières estimations de population présente à une maille assez large, parce que finalement, il y a aussi un autre défi dans ce contexte-là. La thématique de protection de la vie privée, il y avait des tensions là-dessus, il fallait, et ces données-là sont très sensibles de ce point de vue-là. Donc là, nous, on n'a récupéré que des indicateurs agrégés, on n'a jamais eu accès à une donnée individuelle à aucun moment. Et on a diffusé au niveau départemental. Donc c'est une division administrative qui est relativement large, donc avec une centaine de départements qui couvrent la France métropolitaine. Donc
ça aussi, ça fait partie. Donc, on a essayé de communiquer aussi sur ce qu'on faisait, comment on le faisait. Enfin, en dernier lieu, disons, ou en troisième lieu, là sur ma slide, dans les défis finalement, les défis et les risques, c'est que les méthodologies des opérateurs, donc quand ils sont finalement protégés par le secret des affaires. Donc même si ils ont pu nous expliquer comment ils faisaient, ou il n'y a pas une communication et une transparence totale finalement sur ce qui est fait. Et donc ça fait partie aussi des difficultés qui ont pu se poser, parce que donc c'était important pour collaborer finalement avec eux, de protéger leur secret de business, notamment vis-à-vis des autres opérateurs, mais en même temps pour communiquer vis-à-vis du grand public, pour répondre à notre mission disons de transparence minimale, et même pour la compréhension de ce qu'on était en train de faire, ou de ce qu'on diffusait, c'était pas toujours évident. Donc ça c'est un problème qui n'a pas été vraiment résolu. Donc on a fait avec, disons. J'ai pas vraiment de solution à vous. On a eu des limites qui ont été posées et on a dû les respecter, point. Donc ça pose des questions un peu de transparence. Et puis donc il faut savoir quand même que toutes ces données-là nous ont été données à titre gratuit, donc comme participation à l'effort national de la part des opérateurs, donc pour une courte durée, ou juste pour la durée, pour un horizon qui couvrait à peu près le confinement, et une semaine de référence, mettons. Et donc limité dans le temps, et avec un seul usage, donc restreint sur l'usage du seul suivi de la crise sanitaire. Bon, évidemment, c'était notre objectif, mais il a fallu quand même signer des accords avec les différents opérateurs qui souhaitaient protéger à plusieurs titres leurs données. Et donc évidemment, ça a pris fin à un moment, c'est-à-dire que ces solutions commerciales, finalement, à un moment, ça devient des produits d'appel qui demandent finalement, qui ensuite font l'objet d'un devis, etc. Et on rentre dans une relation qui est un peu différente des partenariats qu'on essaye de construire, qui sont plutôt des partenariats méthodologiques, de plus long terme, et si possible gagnant-gagnant, et pas de rentrer dans une relation relation commerciale avec les opérateurs. Donc finalement, si je vais peut-être finir là-dessus, c'est-à-dire que là, nous, ce qu'on essaye de faire à plus long terme, et peut-être que la crise a resserré les liens avec certains opérateurs, peut-être que ça a joué positivement, mais le bilan est encore à faire, c'est d'essayer de créer des partenariats dans lesquels tout le monde se retrouve, qui peuvent être basés sur l'amélioration méthodologique, disons, et la co-construction, la combinaison des sources officielles, mettons, et des sources de données mobiles. Voilà, en se disant que ça peut être pour les opérateurs une façon d'acquérir une certaine notoriété, ou en tout cas de labelliser quelque part leur méthodologie si elle est construite avec un institut de statistique publique. Donc voilà, je vais peut-être finir là. C'est un petit peu le résumé de l'histoire, de ce qui s'est passé, l'expérience très concrète de la téléphonie mobile et l'INSEE lors de la crise du Covid. Et donc, pour parler de ce qui a été fait maintenant dans l'exploitation et à quelles questions on a essayé de répondre, donc il y a eu trois types de publications. Donc, on a commencé par publier sur la population présente au niveau départemental, donc avoir une quantification par rapport à la population résidente au 1er janvier, disons les estimations au 1er janvier 2020, quelles avaient été les modifications de structure de la population et de total de la population suite à la mise en place du confinement, avec certains mouvements qui ont pu être importants, notamment dans la région parisienne, avec de nombreux départs, et dans les pôles d'attraction, en fait, les grandes villes dans lesquelles, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants, dont les universités ont été fermées, et beaucoup de télétravailleurs qui ont pu travailler à distance, et notamment ceux qui possédaient une résidence secondaire. Donc, on a essayé de croiser les enseignements des données de téléphonie mobile avec ce que pouvaient déjà nous donner comme information un peu indirecte des sources officielles, que sont les données fiscales sur les détenteurs de résidences secondaires, ou bien où sont localisés les étudiants, etc. Donc, il y a eu des analyses qui se sont échelonnées dans le temps, où il y a eu d'abord un premier communiqué de presse assez rapide, disons, donc le 8 avril, c'était moins d'un mois après la mise en place du confinement.
Et puis, on a consolidé au fur et à mesure les résultats pour offrir des résultats, disons, d'une qualité qui s'améliore au fur et à mesure du temps, du fait qu'on recevait de nouvelles données de la part d'autres opérateurs. Et puis, on a conclu par une analyse plus poussée, donc qui est le troisième point, l'analyse du confinement et du déconfinement, donc de la première partie du déconfinement qui a été assez partielle, mais qui a permis aux personnes de se déplacer librement dans un rayon de 100 km. Donc, qui est la dernière analyse qui a été publiée la semaine dernière. Et puis, donc ça, c'était le premier volet des publications. Et puis ensuite, elles ont aussi été utilisées dans le cadre de la note de conjoncture. Ces données ont été utilisées dans le cadre de la note de conjoncture, donc pour quantifier le volume des trajets matinaux et tenter de dater la reprise de l'activité économique, en se disant que les trajets matinaux pouvaient servir d'approximation pour les trajets domicile-travail, en tout cas quand ils ont une certaine saisonnalité hebdomadaire. Et enfin, on a essayé d'expliquer la démarche globale qui a été adoptée pendant cette période dans un post de blog qui accompagnait ces publications pour mettre en perspective ce qu'on faisait ce qu'on faisait dans le cadre de la crise et ce qu'on fait en temps plus normal. Donc voilà, donc j'espère. Donc normalement, il y a les différents liens qui sont répertoriés dans les slides. Et sinon, toutes ces publications sont disponibles sur le site de l'INSEE. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop longue ou trop rapide, je ne sais pas, et je vous remercie. Merci Milena, c'était parfait. Merci d'avoir élargi un peu nos perspectives. Pour avoir un exemple peut-être similaire africain, je vous mets dans le chat le lien vers une publication qui a été produite par l'INS du Ghana et qui utilise des données mobiles dans le cadre d'un partenariat avec un opérateur national. Donc, je vous renvoie à cette publication. Aussi, j'aimerais... donc, ça a été un peu discuté dans le chat, mais avant de passer à la session de questions-réponses, j'aimerais vous transmettre le lien de la page du site de Paris 21. Vous allez pouvoir retrouver toutes les présentations de la session d'aujourd'hui, mais également les présentations de la première session qui a eu lieu hier, avec les présentations notamment de l'INS Cameroun, de l'INSTAT du Mali et du Haut Commissariat au Plan du Maroc. Donc, je vous transmets tout de suite le lien qui se trouve aussi sur le chat. Donc là, le premier lien, c'est celui du Ghana et le deuxième pour avoir accès aux présentations. Donc, nous allons passer à la session questions-réponses. Vous pouvez toujours envoyer vos questions via la fenêtre Q et R en bas de votre écran. Donc, la première question sera pour Monsieur Rajao Bellina, qui est de l'INSTAT Madagascar. Donc, la première question, c'est au niveau du partenariat avec la Banque mondiale pour cette enquête, quel a été le transfert de compétences qui a été fait entre la Banque mondiale et l'INSTAT, s'il y en a eu un, bien sûr. Et une deuxième question, c'est dans quelle mesure les enquêtes clés en main comme celle-ci qui sont harmonisées sont facilement adaptables et dans quelle mesure l'INSTAT peut se réapproprier ces enquêtes-là pour d'autres objectifs. Je vous donne la parole. Merci. Attends, je vais... Concernant le partenariat avec la Banque mondiale, c'est surtout, puisque comme vous le savez, Madagascar bénéficie du projet StatCap financé par la banque. Et donc, les appuis passés par ce projet StatCap. Et comme M. Bédou l'a dit tout à l'heure, la banque nous a
la banque nous a appuyés donc dans le développement du, comment on va dire, masque de saisie sur, la Banque mondiale nous a donné l'accès facile donc à l'utilisation de Surface Solutions. Il nous a procuré un serveur dédié uniquement à l'enquête auprès des entreprises. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y avait des investissements faits donc à travers cette enquête-là et qui va nous permettre à la suite de développer, de réfléchir sur l'utilisation donc de telle enquête sur d'autres enquêtes régulières, par exemple, comme je vais citer l'enquête auprès des entreprises sur l'IPI, sur d'autres thèmes aussi, et on va commencer à réfléchir, puisque il y avait un investissement qui a été fait donc, durant cette enquête sur l'impact du Covid et qu'il faut capitaliser aussi. Hein. Et en termes de méthodologie, du questionnaire aussi, il y avait une discussion étroite entre l'équipe de la banque donc, et nous. Et nous, au sein de l'INSTAT, on a fait le pont entre donc, ce que vous avez appelé tout à l'heure là, comme questionnaire harmonisé et sur les besoins en information donc, des décideurs. Donc, il y avait un comité qui était dirigé donc, par un représentant du ministère de l'économie et des finances, donc, qui a fait le pont donc, entre les décideurs et nous. Et sur le questionnaire, donc, il y avait un effort sur l'adaptation du questionnaire par rapport aux besoins donc, des décideurs malgaches. Et ça, on remercie la banque de nous avoir appuyé sur ça. À part ça, hein, qu'est-ce que je pourrais dire effectivement, hein, ça a été, on va dire, facile, mais pas. C'était une première expérience d'utiliser une telle méthodologie, donc enquête auprès des entreprises par téléphone ou par web. Hein. Et il y avait donc, c'est surtout les mêmes problèmes qu'on a rencontrés lorsqu'on fait aussi des enquêtes régulières. C'est l'adhésion du secteur privé en la participation. Ça, c'est un effort à faire en dehors donc, de ce système d'enquête par téléphone. Mais l'enquête par téléphone a compliqué un peu plus puisqu'il n'y avait pas la possibilité de, comment on va dire, d'authentifier l'enquête. Donc, il y avait un effort supplémentaire à faire pour que les participants à l'enquête aient confiance donc, que les données resteront confidentielles et tout ça. Donc, il y avait un effort supplémentaire à faire là-dessus. Et comme je dis tout à l'heure, hein, ce qu'il faudra faire, c'est peut-être se mettre autour d'une table et discuter sur les besoins d'information, aussi bien des décideurs publics, politiques et décideurs privés, du secteur privé, pour mettre en place, pour prioriser les enquêtes et pour pouvoir identifier les enquêtes qu'on pourrait mener par téléphone ou par web. Voilà en tout cas ce que je peux partager par rapport à ces questions-là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Rejao Bellina. Je vais maintenant m'adresser à Monsieur Bédou. Donc, on a eu pas mal de questions. Donc, Monsieur Bédou, on a une question de la FAO, de Monsieur Assad Bouri. Quels sont les pays de la CEDEAO qui sont concernés par cette initiative de la Banque mondiale? On a une autre question de Paul-Henri Nguema-May, le directeur général d'Afristat. Quel est selon vous le gain en termes de coût de recourir aux enquêtes par téléphone? Et jamais 203, donc je vais vous donner encore une question de Monsieur Mamadou Chekarao. Est-ce qu'il est possible pour une enquête par téléphone auprès des entreprises de transmettre le questionnaire par voie électronique pour les chefs d'entreprise qui souhaiteraient utiliser cette voie pour répondre au questionnaire? Donc,
je vous laisse avec ces questions. Je peux vous les répéter si vous voulez. Non, c'est bon, je vais suivre. Super. Donc, pour la première question, pour les pays de la CEDEAO, je peux dire que la quasi-totalité des pays de la CEDEAO sont couverts, hein, puisque pour l'ensemble des pays de l'UEMOA, puisque c'était une démarche commune pour l'ensemble des pays de l'UEMOA. Les autres pays, donc on a l'enquête. Le Nigeria d'ailleurs était l'un des premiers pays à mettre en place avec l'appui de la banque. Donc cette enquête, on a ça au Nigeria, le Ghana vient de publier, on a ça en Sierra Leone. Enfin, en Guinée, dans l'ensemble, je peux dire CEDEAO, je pense que c'est 100% de couverture de l'enquête actuellement. En tout cas, tous les pays, au moins l'enquête ménage est couverte. Dans certains pays, c'est les deux, mais je peux assurer pour la CEDEAO, c'est quasiment 100% des pays. Pour ce qui concerne les coûts, en fait, ce qui fait réduire les coûts pour les enquêtes téléphoniques, c'est beau. Bon, comme hier, il a été dit, je pense c'était notre collègue de l'ENS du Cameroun qui disait que bon, ces enquêtes sont relativement, le questionnaire est relativement léger, il est simple. Donc, le coût de $15 par ménage estimé tient compte de ça, du fait que le questionnaire est léger. Donc, en général, on n'a pas besoin de beaucoup d'agents enquêteurs, on n'a pas besoin de beaucoup de... Mais ce qui est important, c'est que, par exemple, vous économisez tout ce qui concerne le déplacement. Il n'y a pas de frais de déplacement à payer, il n'y a pas de frais de mission sur le terrain. C'est-à-dire tout ce qui concerne globalement les déplacements. Parce que la grande différence, c'est vraiment que ici, vous n'avez pas à louer des véhicules, vous n'avez pas à acheter du carburant. Donc, vous économisez toute cette composante-là des enquêtes, les supervisions sur le terrain aussi, vous économisez. Donc, bref, ce sont ces composantes-là essentiellement, mais qui sont contrebalancées par le fait que vous prenez en compte maintenant les coûts de communication téléphonique. Mais sinon, globalement, ce sont ces composantes-là qui font que les enquêtes sont relativement moins coûteuses. Maintenant, pour ce qui concerne la question posée, à savoir si pour les enquêtes téléphoniques, il est possible d'envoyer les questionnaires par voie électronique. Bien sûr, oui. En fait, l'idée ici, c'est comment collecter les données dans un contexte où on ne peut pas avoir un contact physique. Il n'y a pas de possibilité de faire d'interview face à face. Donc, nous avons effectivement, par exemple, au Gabon, certaines entreprises ont préféré, donc malgré, il y avait deux possibilités, ou répondre par téléphone ou répondre par l'Internet. Il y en a qui ont dit non, elles préfèrent avoir le questionnaire PDF, enfin, version électronique, elles impriment, elles remplissent. On dit, OK, si c'est le cas, il faut leur envoyer le questionnaire, elles remplissent, elles scannent, elles vous. Donc, il y a plusieurs... il n'est pas exclu effectivement que vous ayez des entreprises qui peuvent vous demander non, nous, on n'a pas suffisamment de temps maintenant pour répondre. Envoyez-nous le questionnaire, on va essayer. Donc, il faut vous préparer à toutes ces éventualités, effectivement, c'est possible. Donc, voilà un peu rapidement ce que je peux dire par rapport aux trois questions. Mais j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de questions qui circulent sur la question de l'échantillonnage, notamment du sondage des coefficients. En fait, effectivement, quand vous utilisez, notamment quand vous utilisez la liste des téléphones, hein, effectivement, la méthode d'échantillonnage, elle est un peu, je ne dirais pas compliquée, mais en fait, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que, notamment en Afrique ou dans beaucoup de pays, du fait que les coûts des téléphones sont très variables d'une compagnie téléphonique à une autre, ou bien les appels au sein d'un réseau sont moins coûteux, mais quand vous appelez un autre réseau, c'est plus coûteux. Donc, les gens ont l'habitude d'avoir plusieurs numéros. Donc, si bien qu'effectivement, vous ne pouvez pas considérer juste le numéro de téléphone, enfin, les pondérations, vous devez tenir compte du fait que si vous utilisez la liste des téléphones, un ménage dans lequel il y a deux numéros, où il y a 4 personnes où il y a 4 numéros de téléphone,
aura une probabilité de tirage plus importante qu'un ménage où il y a une seule personne qui a un seul numéro. C'est-à-dire l'autre a une probabilité d'être tiré d'inclusion 4 fois plus élevée. Donc, vous devez tenir compte de ça. C'est pour cette raison, la recommandation, c'est que vous devez savoir, quand vous faites l'enquête, vous devez impérativement demander quel est le nombre de personnes qui ont des numéros et combien de numéros chaque personne a. Parce que, en fonction de ça, vous voyez que quand vous tirez au hasard, c'est-à-dire que la probabilité d'être tiré est proportionnelle au nombre de numéros actifs qui existent dans le ménage. Maintenant, aussi une autre question, est-ce que les compagnies ont l'obligation de fournir la liste, leur base de données, en fait? Bon, c'est une question qui dépend des pays. En fait, ça devient de ça. C'est en fonction de la loi de protection qui existe dans chacun des pays. Vous devez discuter avec les sociétés de télécom. Mais ce qu'on a toujours recommandé au pays, c'est de dire, écoutez, ce qui intéresse l'INS, ce n'est pas exactement avoir le numéro et le nom de la personne qui a le numéro. Ce qui est important pour l'INS, c'est d'avoir la liste exhaustive des numéros actifs. C'est-à-dire combien de numéros, quelle est la liste? Donnez-nous la liste. Juste, ne donnez même pas les noms et prénoms. C'est juste nous donner la liste de tous les numéros actifs qui existent. Et maintenant, nous, on tire un numéro. C'est quand on tire le numéro qu'on va appeler la personne pour savoir un peu qui est la personne. Donc, ce sont ces discussions que nous, lorsque des pays sont obligés d'utiliser on utilise cette possibilité, ce sont les types de discussions que nous... Et dans certains pays, ils ont pu avoir la liste en donnant, bon, en rappelant que l'INS est régi par le secret SASTIC, c'est-à-dire que c'est de leur dire que les données, en aucune façon, ces données ne peuvent être utilisées que pour des opérations SASTIC. C'est-à-dire que, parce que la plupart des opérateurs, leur crainte, s'ils vous donnent la base, peut-être le concurrent va se retrouver en fin de compte avec cette base d'informations. Donc, vous voyez que c'est un marché où la concurrence est difficile. Donc, utilisez le fait que, vous garantissez donc la protection, que l'utilisation sera confidentielle. Et deuxièmement, dire que ce dont vous avez besoin, c'est juste la liste des numéros actifs. Vous n'avez pas besoin de noms et prénoms. Donc, voilà. Merci, M. Bédouf. Ce que je peux dire. Pour cette réponse. Je vais passer maintenant la parole à Madame Suarez qui doit nous quitter dans quelques instants. Donc, on va être assez rapide. D'abord, une question pour pallier au risque de ne pas avoir accès aux données massives. Y a-t-il moyen d'anonymiser les données massives fournies par les opérateurs téléphoniques? Donc ça, c'est une première question. Ensuite, une question de... deuxième question de M. Diarra Thieblé, qui nous demande est-ce que les opérateurs de téléphone ont le droit de communiquer les numéros sans le consentement des clients? Donc ça, les données mobiles aussi, donc dans votre cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus de collecte des données, comment ça se passe d'un point de vue d'anonymisation, etc. Merci. Ok. Alors, pour la première question, donc, s'agissant de l'anonymisation des données donc de téléphonie mobile, je pense qu'il y a 2 points. D'une part, il faut bien définir l'anonymisation. Je pense que là, récemment et dans la recherche récente, il y a quand même de nombreux papiers qui... ce qu'on a considéré comme anonyme, c'est-à-dire pseudonymisé, c'est-à-dire la non-présence d'informations directement identifiantes comme le prénom, le nom, la date de naissance, etc. Ça, c'est une évidence. Donc, les données collectées par les opérateurs et dans les projets de recherche, en général, elles sont jamais, il n'y a jamais des données de personnel de ce type qui sont présentes. Par contre, la question se pose, une fois que ces données sont pseudonymisées, elles restent identifiantes pour la personne. Donc, on peut identifier une personne avec des points de sa trajectoire. Et là, se pose la question de l'accès de la statistique publique à ce genre de données. Donc, on a déjà accès à des données... de ce type-là, qui peuvent être sensibles aussi. Donc, dans le cadre du RGPD, le règlement général de la protection des données, donc de la directive européenne, il y a une exception sur le consentement du client à gérer pour ces données personnelles concernant la recherche et la statistique publique. Et c'est effectivement pas valable dans les cadres commerciaux.
Donc ça, c'est peut-être plutôt pour la question suivante. Et donc, en fait, la difficulté, elle est de deux ordres. Elle est de définir l'anonymat. À quel moment on a suffisamment agrégé et pour qu'on puisse considérer que c'est anonyme, surtout dans un monde où on peut par ailleurs éventuellement si on diffuse des données agrégées, on pourrait les apparier avec d'autres données. Est-ce que c'est suffisamment anonyme? Quel est le risque? Ça, c'est à mon avis des questions qui sont très difficiles et sur lesquelles il y a de la recherche actuellement. Donc ça, c'est une vraie difficulté, je pense. Et le deuxième point, c'est que malgré tout, pour pouvoir faire du redressement de ces données-là, il est nécessaire à un moment d'attribuer un poids, en fait. Et donc, pour attribuer un poids à une ligne mobile anonyme, il faut avoir certaines caractéristiques. Par exemple, ce qui se fait actuellement dans le champ de la recherche, c'est de détecter un domicile associé à la ligne avec un point d'adhérence de la trajectoire et en fonction du nombre de téléphones mobiles qui ont été détectés à ce domicile-là, affecter un poids à cet ensemble de mobiles. Donc, parce que sinon, on n'arrive jamais au total de la population, parce que la couverture est jamais parfaite. Enfin, les opérateurs ont des parts de marché qui sont limitées, etc. Bon, donc ça demande quand même de traiter une trajectoire individuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait actuellement dans le cadre de la recherche. Est-ce que et le cadre légal pour en faire des statistiques plus pérennes, il n'est pas encore, il est, disons, en cours de renégociation là, avec la European Data Strategy et puis les suites du RGPD dans les cadres des lois spéciales pour les télécoms. Mais en tout cas, c'est un cadre légal qui est aujourd'hui assez incertain. Et donc, pour la deuxième question qui est sur comment les opérateurs traitent ce sujet-là, alors il y a plusieurs types de solutions technologiques. Alors, moi, je ne connais pas les détails, hein. C'est disons, leur affaire, mais ils sont en tout cas audités par la CNIL, enfin, par notre autorité de protection de la vie privée. Et donc, ça peut être des solutions type agrégation à la volée. Donc, on ne conserve pas la donnée individuelle. On fait des calculs de statistiques où l'algorithme tourne en très peu de temps de façon à ne pas conserver la donnée personnelle, mais avoir des statistiques. Ou ça peut être des solutions technologiques où là, je suis moins douée en informatique, mais où on peut avoir, disons, des données qui sont protégées par l'implémentation, par une approche type boîte noire, où seuls les échantillons des utilisateurs qui ont donné leur consentement pour exploiter leurs données personnelles sont utilisés pour calibrer les algorithmes, pour les mettre en œuvre. Et après, ces algorithmes tournent sur un grand nombre de données. Enfin, c'est ce genre de choses. Bon, mais ça, c'est, disons, la solution que va retenir la statistique publique à la fin, elle n'est pas encore très claire. On est actuellement plutôt dans les cadres de recherche. Voilà. Et je vous remercie, je suis désolée, mais je dois y aller. Pas de souci. Merci beaucoup pour votre participation et merci pour vos réponses. Merci, au revoir. Au revoir. Si vous pouvez rester, contrairement à Madame Suarez, on a encore quelques questions pour nos deux intervenants. Donc, je vais encore passer la parole à Monsieur Rajao Bellina. Donc, encore des questions pour vous. Comment s'est faite l'enquête web? Les entreprises ont-elles eu accès à la plateforme pour entrer les informations ou est-ce un questionnaire Word qui a été envoyé? Et deuxième question, quel a été le taux de réponse de votre enquête? Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci pour ces questions. Donc, concernant la plateforme, comme je l'ai présenté, c'est Survey Solutions qu'on a utilisé. Survey Solutions, c'est une plateforme numérique donc, développée par la Banque mondiale. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on a envoyé un lien donc, pour chaque entreprise qui voulait répondre par web. Un lien, donc, et c'est à travers cet lien donc qu'ils remplissent eux-mêmes donc le questionnaire au niveau du serveur. Donc nous, ce qu'on fait après, c'est vérifier la qualité et récupérer les données. Mais ce qu'on a constaté, beaucoup n'ont pas pu utiliser la plateforme web. Donc il nous a fallu
envoyer pour certains donc une version numérique du questionnaire et qu'ils remplissent, on a envoyé une version Word donc, du questionnaire et ils remplissaient donc sur ce fichier, nous les rendaient après. Voilà ce qui s'est passé sur l'utilisation donc de la plateforme web. Hein. Donc ça, c'est à développer. La difficulté, c'est surtout que la personne qui remplisse donc le questionnaire elle n'a pas reçu donc une formation adéquate pour la compréhension des questions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on appelait, on assistait par téléphone pour voir quel est le blocage, pour expliquer certains concepts donc, du questionnaire. Voilà ce qu'on a fait. Même en leur envoyant la version Word, nous étions obligés donc de procéder ainsi. Maintenant, par rapport au taux de réponse, hein, le taux de réponse est meilleur lorsque l'enquête est faite intégralement par téléphone par rapport donc, à l'utilisation du web. Avec l'utilisation du web, donc, il y a une différence de taux de réponse. Hein, et au début, l'hypothèse qu'on se faisait, c'est que ce seront les petites entreprises qui auront des difficultés donc, pour remplir le questionnaire, même par téléphone. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une forte participation. Donc, le taux de réponse au niveau des entreprises individuelles, des petites entreprises, était élevé par rapport donc, aux sociétés. Mais en tout, le taux de réponse, ça a avoisiné 46%, je pense, ou 47%. Je n'ai pas les chiffres là directement avec moi, mais je peux partager plus tard. Donc, c'était 46% hein, notre taux de réponse. Merci, hein, merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Monsieur Bédouf, encore quelques questions pour vous. Donc, une question de l'INSEED Tchad, de Monsieur Ahmad Abderrahim. La Banque mondiale ne doit-elle pas profiter de ces expériences des enquêtes par téléphone pour aider les INS à mettre en place des call centers pour pérenniser ces enquêtes, comme le cas du Sénégal? Une autre question, c'est du coup de la part de Nathanaël Yaanon, pardon. Comment passer du point de vue méthodologique au ménage alors que la base d'échantillonnage concerne les individus, répertoire des individus ayant des numéros ou génération aléatoire? Donc, voilà deux questions. Je vais vous en rajouter une. Hein. Cherche tableau. Alors, la dernière question, ce sera la Banque mondiale a-t-elle mis en place un plan pour soutenir les startups et les associations qui œuvrent dans le domaine de la statistique avec beaucoup de difficultés d'ordre financier, matériel et logistique? La banque est-elle en mesure de les accompagner également comme elle le fait avec les INS? Donc, l'écosystème, le nouveau data écosystème, c'est une question de la part de M. Martin Museau. Voilà, je vous donne la parole et n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des questions. Okay. Bon, oui, par rapport à la première question, non, c'est clair que, comme je l'ai dit, la situation actuelle est une opportunité pour les INS de penser effectivement à mettre en place un système permanent d'utilisation des enquêtes par téléphone. Cela veut dire qu'effectivement, il faut proposer. Donc, je sais que le Tchad, on a un projet actuellement actif. Je pense qu'il faut discuter avec le chef du projet pour l'institution d'un call center. Tous les pays où on est en train de... En tout cas, c'est possible. Je peux vous garantir que c'est clair que si vous faites les discussions, ça va passer. Puisque c'est une vision maintenant globale. Il faut aider les INS à mettre en place un système permanent, c'est-à-dire qui permet de continuer ces opérations. Donc ça, c'est possible. Maintenant, pour la question posée en ce qui concerne effectivement le passage des individus au ménage pour les enquêtes téléphoniques, effectivement, les bases de données, pour ceux qui comptent, pour la première approche où vous utilisez les enquêtes récentes,
C'est clair, là, c'est les ménages qui constituent l'unité directe de tirage. Maintenant, pour ce qui concerne l'utilisation des numéros de téléphone, des bases de téléphone, effectivement, les numéros, ce ne sont même pas des individus, c'est des numéros. Parce qu'un individu peut avoir 2 numéros ou 3 numéros. Donc, il peut apparaître dans la base 3 fois ou 2 fois. C'est pour cette raison on dit, en fait, les tirages, la probabilité de tirage n'est pas... donc, quand vous tirez un numéro, ce numéro-là va répondre sur une personne. Maintenant, cette personne appartient à un ménage. Donc, c'est comme ça qu'on recommence. C'est-à-dire que si vous appelez un numéro, la personne a pris, vous demandez si elle est chef de ménage. Si elle n'est pas chef de ménage, est-ce qu'elle est... on peut avoir contact avec le chef du ménage. Donc c'est de l'individu du numéro, vous passez à l'individu, puis au ménage. C'est de cette façon. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est que dans chaque ménage, vous devez savoir que vous devez poser la question, est-ce qu'il a déjà été enquêté? Parce que vous pouvez avoir un deuxième numéro qui peut éventuellement, la probabilité n'est pas nulle, de conduire au même ménage. Donc, vous devez éviter. Donc, c'est pour cette raison, dans ces cas-là, vous devez avoir une question qui vous permet déjà de savoir si le ménage a déjà été tiré, enfin enquêté ou pas. Si c'est oui, ça veut dire que c'est le même ménage. Maintenant, comme j'ai dit, les probabilités, quand vous allez calculer vos probabilités d'inclusion, il faut savoir que la probabilité d'inclusion d'un ménage, c'est le nombre de personnes, enfin le nombre de numéros que possèdent les personnes membres de ce ménage, bon, divisé par le nombre total de vos numéros. Donc, c'est à peu près ça ce que je disais tout à l'heure, que c'est de cette façon qu'il faut passer des individus au ménage, quoi. Tenir compte que dans un même ménage, plusieurs numéros peuvent aboutir au même ménage, en fait. Bon, pour l'appui aux startups, hein, bon, la banque travaille essentiellement avec les institutions publiques. Ce que je veux dire, c'est que globalement, le travail, c'est l'appui aux INS. Mais c'est qu'il revient aux INS en fonction de sa stratégie nationale du développement de la SASTIC, c'est-à-dire que comment il voit le développement de la SASTIC. S'il pense qu'il est important d'apporter une appui, il y a des pays où on assiste, par exemple, les associations des statisticiens. Donc, l'INS pense que c'est important de les appuyer. Les startups aussi, peut-être ce qu'on peut recommander, ce qu'on peut demander aux INS, c'est de les associer. Peut-être parce qu'il y a des INS où on dit, bon, pour certaines activités, si vous ne pouvez pas directement les mettre en œuvre, il faut faire contracter avec des organisations nationales qui existent, qui peuvent vous appuyer dans ce sens-là. Donc, c'est à travers ça peut-être que je vois l'appui. Mais la banque ne pourrait pas directement avoir des appuis directs. Ça doit toujours passer par les INS. C'est-à-dire on peut donner des ressources à l'INS. Maintenant, c'est à l'INS de faire des contrats de services avec ces institutions nationales qui travaillent, qui peuvent apporter une assistance à l'Institut. Merci. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci tout particulièrement donc, à nos 3 panélistes, messieurs Rajao Bellina et monsieur Bédou, ainsi que madame Suarez pour leur présentation. Merci également à vous, chers participants, pour votre attention et pour vos questions nombreuses. C'est difficile de répondre à toutes ces questions vu le temps qui nous est imparti. Mais je propose qu'elles soient transmises aux intervenants pour qu'ils puissent y répondre plus tard. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais partager avec vous un petit questionnaire, une petite enquête par web. C'est une enquête de satisfaction par rapport à cette conférence pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc, elle est là. Et donc, c'est dans la fenêtre... c'est dans la fenêtre conversée qu'elle est disponible. Elle sera aussi envoyée par mail. Donc, pour le temps qui nous reste, je passe la parole pour quelques mots de conclusion à M. Djabardine Adéchian, qui est expert en statistiques sociodémographiques pour Afristat. Merci beaucoup. Merci Salma. Mesdames et messieurs, pour cette dernière session du webinaire sur les défis et perspectives des enquêtes par téléphone en réponse à la COVID-19, nous avons eu droit à 3 présentations riches en enseignements.
dont l'expérience du Madagascar sur la collecte auprès des entreprises, un récapitulatif fait par l'expert de la Banque mondiale sur le dispositif d'accompagnement au pays et une expérience partagée par l'expert de l'INSEE. Toutes ces présentations ont permis une fois de plus d'aborder les aspects pratiques de l'organisation des enquêtes par CATI ou CAWI, mais et surtout ont mis en lumière les défis et perspectives pour améliorer les prochaines enquêtes. Les présentations des panélistes ainsi que les préoccupations soulevées par l'ensemble des participants depuis hier permettront, nous en sommes convaincus, à chacun d'aborder avec plus de sérénité les prochaines enquêtes CATI-CAWI au regard des nombreux enseignements tirés de ces 2 jours de webinaire. Le prochain webinaire qui aura lieu le 3 septembre 2020, toujours en lien avec la crise sanitaire due à la COVID-19 et aux besoins urgents en information qui ont touché la plupart des domaines de la statistique publique, portera sur le thème « En quoi la démarche qualité en matière statistique aurait aidé à atténuer les désagréments dus à la COVID-19 ». Ça, c'est pour le prochain webinaire et le rendez-vous sera pris pour le 3 septembre. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre contribution à la réussite de cet événement qui tient à cœur l'ensemble des institutions partenaires Afristart Paris 21, initié en collaboration avec la CEA. Je vous remercie. Merci, Salma. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et on se retrouve le 3 septembre. J'aimerais juste vous envoyer, avant de vous dire vraiment au revoir pour le mois d'août, un lien par rapport à une conférence qui est organisée par UNICI, donc la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, qui organise une conférence qui est très similaire ou qui prolonge en tout cas le sujet qu'on a abordé aujourd'hui et hier sur la collecte de données, sur son impact, sur les défis et les opportunités. Donc, je vous envoie le lien tout de suite et ensuite, c'est promis, je vous dis au revoir. Donc voilà, le lien se trouve dans la fenêtre conversée. Merci à tous, au revoir, prenez soin de vous et à très vite.